va pouvoir passer à la saga des cas cliniques, à commencer par diabète de type 2, masse LD et chirurgie métabolique par le Dr Siangura. Bonjour à tous. Donc, pardon. Là, j'ai mon costume de scène et tout. Ok. Oui. Donc oui, je vous présente ce cas clinique à cheval entre la nutrition et la diabétologie, donc qui me va bien puisque je travaille dans les deux services. Et donc je vais raconter l'histoire de cette patiente qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Alors. Ça veut pas. Ouais. Normalement, elle est on. Si ça marche, un petit peu voilà. retardé. Ok. Bon, d'accord. Donc, c'est une patiente qui a aujourd'hui 42 ans, qu'on connaît depuis une quinzaine d'années et qui a, je vais bien sûr le développer, mais à la fois une obésité avec un IMC à 31, diabète de type 2 et puis une maladie hépatique fibrosante. Donc, je vais vous décrire un petit peu sa situation au niveau de l'obésité. Elle n'avait pas de soucis dans l'enfance, dans l'adolescence, mais elle rapporte qu'à 20 ans, elle a pris du poids de façon très rapide, 15 kilos en 2 ans. Avec une localisation très très abdominale, c'est-à-dire que vraiment ces 15 kilos pour elle ont vraiment été pris au niveau de la ceinture abdominale, sans qu'elle arrive elle vraiment à retrouver de facteurs déclenchants. Et puis elle consulte du coup à 27 ans dans ce contexte-là parce qu'on vient de découvrir un diabète. Elle fait alors 70 kilos, un IMC à 26. On découvre aussi, parce qu'elle se plaint d'hépatalgie, en fait, d'anomalie du bilan hépatique qui conduisent à mener des explorations et conduire à un diagnostic initialement de stéatose, puis on verra plus tard d'atteinte un peu plus sévère. À 33 ans, là je vous raconte son histoire de poids, hein. Elle a une grossesse qui va conduire à une prise de 15 à 20 kilos parallèlement à de fortes doses d'insuline nécessaires pour équilibrer sa glycémie, qu'elle repère au décours et elle se stabilise entre 72-79 kilos et à 36 ans, donc voilà, au décours de sa grossesse. Pour le diabète, ça devient compliqué. J'y vais revenir. Donc, on met en place une pompe à insuline qui se suit d'une prise de 5 kg à ce moment-là et qui l'amène à son poids maximal de 83 kg, donc un IMC à 31. Alors, cette localisation, elle est vraiment très, très abdominale. Donc, on avait fait des mesures par DEXA, qui est cette méthode radiologique pour analyser de façon segmentaire la répartition du tissu adipeux. Et vous voyez qu'en fait, elle pesait à ce moment-là, sur son poids de l'ordre de à peine 80 kg, elle avait 45% de son poids qui était de la masse graisseuse, avec les 2/3 de sa masse graisseuse vraiment en intra-abdominal et un rapport graisse-androïde sur gynoïde à plus de 2. Concernant le diabète, donc je vous disais, il a été découvert à 27 ans, donc vraiment précocement, alors qu'elle n'avait pas de grand surpoids et pas non plus d'histoire d'obésité très importante avant. Les anticorps étaient négatifs et elle est contre un diabète de type 1. On s'était bien sûr intéressé à la recherche d'un diabète monogénique qu'elle n'avait pas. Et le traitement a successivement été augmenté, initialement metformine, glimépiride, puis insuline très accélérée au moment de sa grossesse. On a bien sûr essayé les analogues du GLP-1 qu'elle a moyennement toléré et on a été vite contraint avec cette classe de molécules sur le plan de la tolérance digestive. Et donc, on a été amené à maintenir un traitement par insuline, en plus de la metformine, en plus du GLP-1, et avec des doses qui étaient environ de 1, 1,3, 1,5 au plus d'unités par kilo par jour. Donc, quand même un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans cette situation, essentiellement avec des gros besoins en base et pour freiner la néoglucogénèse le matin. Cette patiente, ce qu'elle nous raconte, c'est hyper compliqué. Elle contrôle énormément son alimentation, elle s'astreint à marcher beaucoup, elle fait de l'activité physique, elle y va. Elle arrive à parfois équilibrer parfaitement son diabète et puis elle est souvent aux alentours de 8%, alors qu'elle a un objectif à 7%. Elle n'a aucune complication du diabète et vraiment le vécu est vraiment difficile pour elle.
parallèlement à ça, je vous disais, donc on l'a adressé à nos collègues hépatologues ici à l'UCAPAIS pour explorer l'atteinte hépatique. Et donc, elle a eu plusieurs biopsies au cours de son suivi qui, à chaque fois, ont montré des scores d'atteinte métabolique élevés avec de la fibrose. Vous voyez qu'elle est arrivée jusqu'à un stade de fibrose F3 en 2018. Elle a été inclue dans des protocoles médicamenteux qui ont plus ou moins fonctionné. Et donc, on restait comme ça avec des niveaux de fibrose de F2, F3 au cours du temps. Ouh là là. Je suis désolée. Pourtant, j'ai juste appuyé une fois. Je fais ou c'est vous? Voilà. Voilà, donc si on synthétise un petit peu son histoire, donc vous voyez, donc elle a été normopondérale, elle a pris de façon inexpliquée ce poids, la découverte du diabète à un moment où elle n'est pas non plus en prise de poids flagrante, sa grossesse, mais qu'elle arrive après à gérer au niveau pondéral, et puis les différents essais de traitement sans qu'on y arrive bien. Et en fait, cette patiente nous demande de discuter de la chirurgie métabolique, essentiellement par crainte en fait de la situation hépatique et pour les difficultés qu'elle a à contrôler son diabète. Donc, dans le bilan préopératoire, elle a l'évaluation vraiment classique. Il y a quand même des éléments d'ordre psychologique qui nous font prendre du temps et qui nous auraient fait prendre du temps, quel que soit son IMC, puisqu'elle rapporte une histoire traumatique dans l'enfance assez complexe. Mais elle est suivie, elle est stabilisée, elle partage bien le projet avec son mari. Et puis sur le plan alimentaire, on n'a pas de troubles du comportement alimentaire, en dehors de quelques compulsions de faible quantité, de façon assez espacée. Et puis on est quand même très très bruité par le traitement par analogue du GLP-1, qu'elle tolère vraiment très mal et qui fait qu'elle n'a pas des apports alimentaires important. Donc elle a le bilan d'exploration du retentissement de l'obésité classique, où elle n'a pas d'autres complications que les complications métaboliques, elle n'a pas d'hypertension non plus. Et donc on discute à plusieurs reprises de son dossier. Vous allez voir, on peut du coup maintenant indiquer la chirurgie métabolique pour des IMC à moins de 35. Et donc on retient cette indication après plusieurs discussions avec très multidisciplinaire, notamment parce que c'est compliqué pour elle de maintenir l'équilibre glycémique et parce qu'elle a une atteinte hépatique marquée, qu'elle n'a que 40 ans et que les hépatologues sont également assez inquiets. Donc, elle est opérée d'un bypass gastrique en Y, donc un montage classique par robot à la pitié. Ça se passe bien, elle n'a pas de complications. Et elle perd très rapidement du poids. Donc, vous voyez, elle passe de 85-86 kg à 57 kg en un an. Et en fait, on va y revenir. Là, elle perd vraiment beaucoup trop de poids, enfin très rapidement. Je suis désolée, hein, franchement. Tu étais plus douée que moi. Voilà. OK. Ouais, c'est plus simple. Alors, slide suivante, merci. Vous voyez l'évolution de son poids, en fait, ce qui nous amène à du coup faire le diagnostic d'une sténose en fait infranchissable de l'anastomose gastro-jéjunale, donc qui est traitée par prothèse digestive, ce qui lui permet de manger du coup mieux et de reprendre un peu de poids. Et vous voyez l'évolution ici au niveau de la composition corporelle, où elle passe de 44% de masse graisseuse en préopératoire à 35% en post-opératoire, avec une amélioration du profil de répartition du tissu adipeux au cours du temps. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît.
Je vous ai ici fait figurer les courbes de prédiction de perte de poids dont on dispose maintenant, qui sont issues de grands travaux sur des grandes cohortes où, grâce au poids, la taille, le sexe, la présence ou pas d'un diabète de type 2, on peut avoir une modélisation de la perte de poids attendue par chirurgie bariatrique. Et donc cette patiente, finalement, à 1 an, elle se retrouve à un niveau de poids relativement comparable à ce qui était prédit si on prend la médiane ici, mais vous voyez qu'il y a une énorme hétérogénéité en fait de réponse. Voilà, diapositive suivante. Alors, en post-opératoire, au niveau de son diabète, les choses elles vont très 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 bien. On a bien sûr bien diminué les doses d'insuline. Cette dame ensuite a un projet de grossesse qui n'est pas très clair pour elle, donc on a maintenu l'insuline pour le moment, mais on pourrait probablement, très probablement s'en passer. Vous voyez qu'on a réduit les doses totales d'insuline de 3 à 4 fois par rapport au bilan préopératoire, avec un temps dans la cible vraiment très bon et des doses vraiment qui lui permettent d'avoir un équilibre parfait, même un peu trop bon, avec des hypos qu'on gère. Alors, diapositive suivante. Au niveau de la situation hépatique, elle n'a pas eu de nouvelles biopsies, puisque tous les marqueurs indirects se sont améliorés, et une récupération vraiment une disparition finalement des marqueurs de fibrose en post-opératoire. Sur le plan maintenant, sur le plan non médical, qui est plutôt son confort de vie, sa qualité de vie à elle et le vécu de cet amérissement important et de cette évolution de sa situation médicale, elle reste quand même, je vous avais donc il y a eu cet épisode de blocage alimentaire où c'était compliqué. Aujourd'hui, ça reste encore assez compliqué, et surtout elle a une insatisfaction corporelle, c'est-à-dire qu'elle ne se perçoit pas du tout en ayant perdu le poids qu'elle a perdu. Elle voudrait perdre encore plus, elle est vraiment dans cette recherche d'optimisation de la perte de poids. Elle a vraiment probablement une dysmorphie autour de son ventre, donc ça c'est compliqué, et donc elle est suivie en psychologie de façon régulière. Elle a une peur vraiment importante de reprendre du poids, une grande labilité émotionnelle, de l'angoisse. Bon, ça reste compliqué. Donc autant sur le plan médical, tous les feux sont vraiment ont montré vraiment une amélioration très importante de sa situation. Autant sur le plan personnel, elle regrette pas du tout, mais maintenant elle est dans une situation d'insatisfaction et de toujours en vouloir plus à ce niveau-là. Du coup, diapositive suivante. Et donc, c'était pour vous redonner les éléments finalement de cadre réglementaire et de recommandations. Donc, aujourd'hui, on a les recommandations pour la chirurgie bariatrique qui ont été remises à jour en 2024, qui redéfinissent bien les indications qu'on va revoir, et donc qui sont vraiment réservées à des personnes qui ont un IMC à plus de 40 ou à plus de 35 avec une complication. Et alors bien la diapositive suivante. Sous réserve que ces complications vont s'améliorer avec la perte de poids. Et donc, par exemple, la stéatose n'est pas une complication qui est retenue pour poser l'indication de chirurgie bariatrique. Il faut qu'il y ait une atteinte inflammatoire ou une fibrose, sur les premiers stades de fibrose en tout cas. Donc, toujours en deuxième intention, après 6 mois de prise en charge, avec une amplitude d'âge qui est de 18 à 60 ans et une discussion entre 60 et 70 ans. Et bien sûr, toujours en deuxième intention. Les contre-indications, je n'ai pas appuyé là, il faudrait aller en arrière. Ouais. Sont les troubles psychiatriques graves, les troubles du comportement alimentaire sévères non traités, que par exemple cette patiente n'avait pas, toutes les dépendances à des substances, et puis bien sûr les maladies incurables ou les risques anesthésiques qui généreraient un risque de mortalité ou de complications hyper sévères au moment du bloc opératoire. Et diapositive suivante, les indications maintenant de chirurgie métabolique ont été finalement émises en 2022, et qui ont été reprises par les recommandations de la SFD en 2023. Et donc il y a cette indication pour des patients qui ont un IMC entre 30 et 35 et qui ont un diabète de type 2 qui ne sont pas à l'objectif. Donc objectifs individualisés bien sûr qui ne sont pas atteints malgré une prise en charge énergique, c'est-à-dire qu'il y ait un diabétologue dans la boucle, que les analogues aient été bien sûr testés et que tout le mode de vie ait été optimisé. Avec finalement un parcours, une préparation et un suivi de modalités opératoires, etc., qui sont exactement les mêmes que pour la chirurgie bariatrique, mais avec cette indication vraiment avec un IMC donc plus
plus modérée. Et donc, c'est la seule aujourd'hui comorbidité ou situation médicale qui autorise la chirurgie pour des IMC inférieurs à 35. Voilà, donc c'était ce qu'on avait, donc c'est la situation, vraiment le cadre de cette patiente qui était en difficulté pour maintenir un équilibre optimal avec, je dois bien le dire, quand même la situation hépatique qui nous a vraiment poussé à prendre cette décision qu'on n'aurait peut-être pas prise aussi facilement, je dirais, s'il y avait eu uniquement le diabète qui était dans les descriptions que je vous ai données. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question concernant les contre-indications. Quelles sont les maladies incurables pour lesquelles la chirurgie bariatrique est contre-indiquée? C'est typiquement, là vraiment, c'est les cancers récents. Les cancers avec un pronostic de non-guérison. Et d'ailleurs, dans les recommandations, il y a une distinction. Quand il y a un cancer qui a moins de 5 ans, un événement de cancer datant de moins de 5 ans, il faut vraiment prendre le temps de discuter avec le cancérologue, parce qu'il y a à la fois le pronostic carcinologique et il y a aussi le fait que si on a besoin de mettre des traitements type chimiothérapie ou autre, c'est hors de question que le patient soit en plus dans une phase de perte de poids, d'intolérance alimentaire et de risque de dénutrition. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste savoir si vous aviez un peu discuté aussi de l'étiologie, parce que c'est vrai que quand même, vu l'âge, avec la sévérité du tableau, etc., est-ce que, quand vous dites que vous avez cherché tous les diabètes monogéniques, vous avez par exemple cherché les syndromes lipodystrophiques, un peu tout ça, et on l'explique pas vraiment, quoi. Non, elle n'a pas ça. Ouais. Enfin, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait là lui reproposer maintenant des explorations génétiques plus larges, type génome, glucogène, etc. Ouais. Mais pas quand. En tout cas, dans la prise en charge, on n'avait pas trouvé d'anomalies particulières. Ouais. Pour le choix de la chirurgie bariatrique, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette chirurgie et pas une autre, pas la sleeve, par exemple? Parce que les bénéfices métaboliques, en tout cas dans le contexte de l'obésité à IMC plus de 35, ils sont plus importants avec le bypass qu'avec la sleeve. Donc quand c'est ce qu'on vise, là on s'est dit on va mettre le maximum de chances du côté de cette patiente. Et donc il y a un avantage quand même du bypass en termes de amplitude de perte de poids et amélioration des comorbidités métaboliques par rapport à la sleeve. Oui. Par contre, c'est un peu plus compliqué après sur le plan nutritionnel. Mais... Oui, potentiellement, mais après, on la suit. La chirurgie bariatrique reste à risque nutritionnel, quel que soit le type d'intervention. Ouais. Particulièrement cette méthode-là? Pas nécessairement plus quand les gens sont bien... il y a aussi des situations compliquées avec la sleeve, etc. En tout cas, là, vraiment, ça a été pour le bénéfice métabolique. Très bien, merci beaucoup. Merci encore, Cécile. Donc, je vais passer la parole au professeur Camille Vattier de l'hôpital Saint-Antoine, service d'endocrinologie, pour le deuxième cas. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter donc quelques petits cas cliniques pour réfléchir et discuter de situations qu'on peut rencontrer. Donc, je vais vous présenter le cas de Madame S qui a 18 ans. Qui donc a consulté aux urgences en septembre 2022 pour une sensation de malaise et de faiblesse, asthénie depuis un mois avec amaigrissement. Elle a perdu 15 kilos en un mois et vous voyez qu'elle est passée au poids de 41 kilos avec un IMC à 14. Elle a un syndrome polydipsique depuis 2 semaines, une aménorrhée depuis 2 mois, elle n'a pas de nausée, pas de vomissement et aux urgences, elle a une hyperglycémie majeure avec une cétonémie à 1,1 millimol par litre. Elle a des constantes qui sont par ailleurs tout à fait convenables et sur la suite, donc dans son contexte de vie, bien sûr, pour voir un peu ses antécédents, c'est une jeune qui vient de rentrer en licence de droit. Dans les antécédents familiaux, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de maladie auto-immune et il n'y a pas de consanguinité connue.
Et donc sur le bilan biologique, au départ, aux urgences, elle a une hypernatrémie à 148, elle n'a pas de syndrome inflammatoire, elle a des bicarbonates qui sont normaux, donc elle n'est pas en acidocétose, et elle est en situation de découverte de diabète avec une cétonémie positive, et donc on suspecte un diabète de type 1. C'est un sujet jeune, elle n'a pas d'antécédents familiaux, découverte aiguë, syndrome cardinal, classique. Donc bien sûr, elle est traitée par réhydratation, insulinothérapie IVSE, et au bout de 24 heures, elle est toujours en hyperglycémie, comme on peut le constater avec une glycémie à 27,7 millimoles, et des cétones qui montent plutôt à 2,8 millimoles par litre. On a un peu plus de bilan, elle a une glycée à 13,2%, elle n'est pas enceinte. Et donc, il y a la poursuite de l'insulinothérapie avec une forte dose. Elle est à 4 unités heure et elle poursuit, malgré tout ça, l'hyperglycémie importante, la cétonémie, une déshydratation qui se poursuit, une natrémie à 162 chez cette jeune femme. Et donc, finalement, elle arrive dans le service 48 heures plus tard. Et quand on reprend l'histoire, en fait, depuis quelques mois déjà, elle a perdu du poids. Elle a aussi de l'acné qui est apparu, comme ça, avant même le syndrome polydipsique. Et elle a une hyperpigmentation cutanée du visage qui est assez marquée au niveau périorbitaire. Et depuis un mois, bien sûr, ce syndrome cardinal franc avec le syndrome polydipsique et l'accélération de l'amaigrissement. Dans le service, donc malgré déjà plusieurs jours d'insuline IVSE à forte dose, elle a toujours une perte de poids, elle continue à perdre du poids, elle continue à cétoser, donc vraiment des signes en faveur du l'insulinopénie qu'on connaît tous. Elle est toujours très déshydratée et nous, on voit cliniquement un acanthosis nigricans très important, périorbitaire au niveau des plis, un signe également une suspicion d'SOPK avec un acné, un hirsutisme important et cette aménorrhée secondaire. Donc des signes à la fois d'insulinopénie et d'insulinorésistance qu'on n'a pas l'habitude classiquement d'avoir ensemble chez un sujet si jeune. Et biologiquement, par ailleurs, elle présente des troubles de la NFS avec une thrombopénie, une anémie, une lymphopénie, une neutropénie et juste son C-peptide pour vous montrer sa sécrétion d'insuline résiduelle. Il est au taquet à 12 nanogrammes par ml. Donc un diabète très atypique. Donc je vous rappelle juste les petites causes, enfin les principales causes d'acidocétose diabétique. Les principales causes, c'est les diabètes classiques qu'on connaît. Ça représente plus de 90% des causes d'acidocétose. Le diabète de type 1, bien sûr. Le diabète de type 2 aussi, et j'insiste parce que c'est aussi finalement assez fréquent d'avoir de la cétose, plus ou moins acidose. Et chez les sujets jeunes, on a de plus en plus de découvertes de diabète sur ces modes-là. Et je vous mets dessous, là, 2/3 des patients qui sont admis pour acidocétose ou cétose au diagnostic de diabète ont un diabète de type 2, parce que le diabète de type 2, c'est quand même tellement plus fréquent, et notamment dans les populations américaines. Chez les jeunes, aujourd'hui, on a beaucoup de découvertes sur des modes acidocétosiques, donc ça n'est pas forcément un type 1 en tout cas. Et bien sûr, les inhibiteurs du SGLT2 sont aussi aujourd'hui des causes de cétose diabétique, souvent euglycémiques, mais ça représente plutôt de faibles cas en proportion. Et donc, c'est 20 à 35% des acidocétoses qui sont dans des contextes de découverte de diabète. Il y a également des causes rares endocrinières d'acidocétose diabétique, le syndrome de Cushing, mais en général, il y a un contexte qui se rajoute avec une surinfection pour arriver au stade de cétose, voire d'acidocétose. Le phéochromocytome par l'excès de catécholamine qui va jouer sur la glucogénolyse et l'inhibition de la sécrétion d'insuline. L'acromégalie, plutôt sur un versant de résistance à l'insuline. L'hyperthyroïdie sévère et le glucagonome, mais ça, c'est quand même des cas qui sont relativement restreints pour arriver au stade d'acidocétose parce qu'il y a une sécrétion d'insuline résiduelle et que l'insuline quand même fonctionne. Et il y a des causes rares qu'il ne faut pas oublier, qui sont les diabètes rares, donc les diabètes monogéniques. Donc on peut voir ça notamment dans les mutations HNF1A, HNF4A, voire il y a quelques cas rapportés, mais dans d'autres contextes de GCK. Donc des mutations également de PAX4, des insulinorésistances de type B dont je vais vous parler là dans ce cas clinique, les diabètes de type 1 lent, le diabète mitochondrial qui est à composante d'insulinopénie et les syndromes lipodystrophiques qui sont des causes d'insulinorésistance et exceptionnellement ont été rapportés des cas de cétose, voire d'acidocétose. Et les causes iatrogènes aussi sont importantes à rappeler parce qu'on en voit aussi pas mal quand même. Donc les SGLT2, je l'ai déjà dit, les corticoïdes, les antipsychotiques atypiques, les inhibiteurs de protéase, des antirétroviraux anciens, mais ça on n'a plus trop l'habitude. Et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est les anti-PD1 et anti-PDL1 dans les immunothérapies. Donc ça qu'on voit qui arrive très brutalement suite à l'instauration du traitement. Alors pour revenir à ma patiente, donc clairement elle a des signes d'insulinorésistance, elle a des signes d'insulinopénie, elle est vraiment très catabolique.
catabolique. Elle a cette hyperglycémie majeure et on s'en sort pas avec toujours de l'acétone, malgré des fortes doses d'insuline. Et dans ce contexte, on a suspecté des anticorps antirécepteurs de l'insuline. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a plusieurs syndromes d'insulinorésistance sévère qui peuvent se situer à 3 niveaux, soit avant le récepteur de l'insuline, donc en général, c'est des anticorps anti-insuline. Au niveau du récepteur, c'est ce que vous voyez ici avec les anticorps antirécepteurs de l'insuline qui vont du coup se fixer sur les récepteurs de l'insuline et bloquer la possibilité de liaison de l'insuline à son récepteur et bloquer complètement le message, avec du coup une insulinosécrétion majeure, mais un effet nul de l'insuline. Et il peut y avoir aussi des mutations du récepteur de l'insuline qui sont des causes génétiques. Et il peut y avoir des causes post-récepteurs qui sont liées notamment dans les syndromes lipodystrophiques à une insulinorésistance extrême par l'hypertriglycéridémie et les acides gras circulants. Donc cette maladie, elle est rare, c'est des syndromes auto-immuns qui sont rares, qui sont donc liés à la présence d'anticorps antirécepteurs de l'insuline, qui se manifestent par cette insulinorésistance très sévère, cette hyperglycémie. Il y a moins de 200 cas rapportés. C'est essentiellement chez des femmes jeunes, enfin moins de 50 ans on va dire, et c'est dans 50% des cas associé à d'autres maladies auto-immunes. Donc, pour vous montrer, alors c'est pas ma patiente, mais c'est une photo publiée, donc l'acanthosis nigricans vraiment très sévère, même chez des femmes d'origine africaine, qu'on voit, qui est étendue. Ça se manifeste cliniquement donc par cette hyperglycémie réfractaire, perte de poids, hyperandrogénie, des épisodes possibles aussi d'hypoglycémie du fait de l'insuline qui est extrêmement élevée dans le sang chez les patients et parfois, du coup, les anticorps ne neutralisent plus le récepteur. Et biologiquement, cétose réfractaire, déshydratation majeure, cétonémie persistante, leptinémie effondrée parce qu'ils sont extrêmement cataboliques et adiponectine élevée du fait de l'insulinorésistance. Bien sûr, les anticorps du diabète de type 1 sont négatifs, les triglycérides sont bas, il y a une hyperandrogénie et il y a des anomalies immunologiques. Alors, autant vous dire qu'on s'est fait aider de nos collègues de médecine interne pour jouer sur la partie immune, puisque le traitement, les doses d'insuline, je vous l'ai dit, ça ne marche pas bien. Donc, il y a beaucoup d'immunosuppresseurs qui ont été utilisés, les glucocorticoïdes, le cyclophosphamide, le rituximab, le mycophénolate mofétyl, les immunoglobulines intraveineux et la plasmaphéreuse. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire disparaître ces anticorps dirigés contre le récepteur de l'insuline. Dans la littérature, il est décrit des rémissions spontanées avec des délais extrêmement variables, mais il y a aussi des patients qui meurent dans ces situations du fait de vraiment l'inertie de l'insuline, avec des taux de mortalité qui, dans les anciennes séries, étaient d'autour de 50%. Dans les séries de patients, vous voyez les doses d'insuline de 1700 à 18 000 unités par jour rapportées, donc des doses colossales et des variabilités majeures de réponse au traitement. Donc dans cette revue Diabetescare de 2018, il y a les rappels sur les présentations cliniques et biologiques et les guides thérapeutiques avec, vous voyez, plusieurs combinaisons d'immunomodulateurs avec des stéroïdes, des corticostéroïdes à forte dose, cyclophosphamide, rituximab. Et donc, bien sûr, c'est ce que nous avons réalisé chez notre patiente. Et vous voyez ici l'évolution. Donc, elle a été sur hydroxychloroquine, prénisone, immunoglobuline intraveineux, rituximab et des glycémies moyennes avec des doses d'insuline de 1200 unités par jour, autour de 2 grammes. Donc, on était très mauvais. Et les bilans immunitaires en dessous avec des anomalies des facteurs du complément. Et cette patiente, dans le contexte auto-immun, elle a développé en plus des anticorps anti-rituximab. Donc, on a été dans l'échec de la prise en charge et nos collègues de médecine interne nous ont dit on va essayer l'obinutuzumab, qui est un anti-CD20 qui a été testé, donc plus moderne que le rituximab et plus spécifique. Et donc, on a testé ce traitement. Comment ça marche ? Ça joue clairement sur les cellules, les lymphocytes B, pour empêcher la fabrication de ces anticorps. Et ça a été prouvé que c'était un traitement efficace, notamment dans le lupus érythémateux. Et cette patiente avait un lupus hématologique. Et donc, on a essayé ce traitement et ça a été une efficacité thérapeutique majeure. Bien sûr, c'est des traitements immunomodulateurs. Donc, il faut pouvoir faire une prophylaxie anti-infectieuse standard avant de commencer, vérifier les hépatites virales, faire une prémédication quand même par corticostéroïdes antihistaminiques et monitorer. Alors, c'est un peu compliqué à voir, mais vous pouvez suivre les glycémies moyennes qui, après le traitement, sont passées à des glycémies normalisées quasiment 1 mois plus tard avec l'obisitumab. Et les paramètres, alors je vais vous le montrer sur la courbe plus jolie ici. Donc ici, vous avez les doses d'insuline en bleu, et vous voyez, bam, juste après l'obisitumab, la décroissance totale avec l'arrêt complet de l'insulinothérapie. Parallèlement,
la remontée des facteurs du complément du C3 et une déplétion des CD19 sur le plan immunitaire. Et vous voyez en dessous les anticorps antirécepteurs de l'insuline qui étaient présents chez la patiente au départ et qui se sont négativés avec le traitement. Et je vous ai mis à côté un autre patient qu'on a eu dans la foulée. Et donc, on a traité assez rapidement par l'obésitumab aussi, avec une réponse également incroyablement rapide chez ce patient, des diminutions de dose d'insuline. On était à 1400 unités par jour chez des patients tout maigres. Et on a encore eu un cas récemment, et donc cette fois-ci, on a commencé par ça, une femme de 47 ans qui avait vraiment le même profil avec des doses colossales d'insuline, avec, vous voyez, un temps dans la cible à 21%, avec 10 unités kilo-jour d'insuline. Et donc, on l'a traitée, et un mois plus tard, elle n'était plus qu'à 36 unités jour, avec un tir à 70%. Et 3 mois plus tard, elle est avec une normoglycémie sans insuline. Donc, des résultats qui sont spectaculaire, et donc on a publié ce travail dans Diabetes Care récemment. Donc l'obésitumab, c'est un traitement connu pour avoir une déplétion rapide et puissante des lymphocytes B. Ça joue vraiment sur la cytotoxicité lymphocytaire B, donc c'est plus efficace chez les patients atteints de lupus érythémateux disséminé, notamment aussi dans la néphropathie. Et chez nos patients, on a prouvé cette efficacité. Alors, N égale 3, je vous l'accorde, mais ça reste des séries extrêmement rares. Et donc, il ne faut pas oublier que devant un diabète avec cétose, ce n'est pas que un diabète de type 1. Je vous rappelle, le plus fréquent, c'est le diabète de type 2. Qu'il y a des diabètes liés à des endocrinopathies, des diabètes rares, auxquels il faut penser. Il faut vraiment regarder nos patients. Donc, quand il y a des signes coexistants d'insulinorésistance sévère et d'insulinopénie, il faut pouvoir penser à cette maladie. Alors, le diagnostic est difficile parce que les anticorps antirécepteurs de l'insuline ne se dosent pas en routine. Donc on le fait au laboratoire par immunoprécipitation, mais du coup c'est vraiment sur demande et on trie les demandes parce que c'est des méthodes un peu lourdes. Et en traitement, en tout cas, on a l'impression que c'est traitement immunomodulateur. Donc là, on a 3 ans de recul, elles ont des perfusions tous les 6 mois et elles sont toujours en rémission complète. Et je dois juste signaler qu'au départ, elles ont fait des hypoglycémies parce qu'une fois que les lymphocytes ont arrêté de sécréter les anticorps, et ben, leur insulinosécrétion était quand même majeure. Et donc elles ont eu, ils ont eu les patients pas mal d'hypoglycémie qui étaient donc ils ont regrossi très très vite. Voilà. Merci pour votre attention. Camille, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a une question brûlante ? Moi, j'avais une petite question parce que c'est vrai que finalement, ces formes auto-immunes, il faut vraiment cibler le bon traitement finalement. Et parce qu'on a des cas d'hypertriglycéridémie auto-immune aussi, qu'on voit qu'avec le rituximab ne marche pas et on n'arrive pas du tout à améliorer. Là, on était quand même cette jeune femme de 18 ans, franchement, c'était avec les doses qu'elle avait d'insuline, on n'y arrivait vraiment pas. Donc, faut discuter avec les... Bah ouais, mais c'est vrai que là, dans les 3 cas, ça a diminué et il y a une déplétion des CD19 quasi immédiate, quoi. Tu as dit que ça se dose où les On le fait au labo à Saint-Antoine, du coup, dans le labo de recherche. Voilà, donc c'est des cas qu'on discute pour pouvoir faire le dosage sur du sérum. Merci pour la présentation. C'était pour savoir après quel délai vous décidez de faire une introduction des anticorps, puisque s'il y a une insulinopénie et une insulinorésistance, après vous donnez quel délai pour... Là, on a vraiment la preuve qu'il s'agit d'un cas d'anticorps antirécepteurs de l'insuline, donc il faut vraiment être sûr qu'il y a des anticorps antirécepteurs de l'insuline pour mettre un traitement immunomodulateur qui va jouer sur l'immunité globale quand même de la patiente. Hein. Voilà. Donc on le fait... Et pour la prévention, puisque ça va affecter son système immunitaire dans l'ensemble, sur une découverte de diabète de type 1. Alors sur la découverte d'un diabète de type 1, le traitement, c'est pas recommandé de mettre un traitement immunomodulateur. Il y aura des traitements de l'immunité qui vont arriver pour le diabète de type 1 au stade 2, donc pré-hyperglycémie majeure. Donc ça serait intéressant, mais des traitements immunomodulateurs qui ont une efficacité et une demi-vie très courte. Donc là, c'est intéressant, mais voilà, là, c'est vraiment un cas très particulier où il y a un échec de l'insulinothérapie. Hein. Merci beaucoup. Merci encore, Camille. Et donc, j'ai le plaisir de présenter Steren Guillerme, qui est chef de clinique dans le service de nutrition, qui va nous présenter un cas d'hypercholestérolémie à l'origine inattendue. À toi, Steren. Merci. Alors, bonjour. Donc, en effet, je vais vous présenter ce cas autour de l'hypercholestérolémie.
Donc, on a déjà fait un petit rappel à ce sujet tout à l'heure, mais on va quand même en parler pour être sûr que tout le monde ait bien en tête les problématiques qui vont suivre dans le cas clinique. Donc, je vous rappelle que l'hypercholestérolémie, si on a un taux de LDL qui a plus de 1,90, on va se poser la question d'une cause génétique. Avant de se lancer dans les prélèvements, on va quand même rechercher s'il n'y a pas des causes secondaires. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'hypothyroïdie, la cholestase, l'anorexie mentale, des traitements ou la grossesse, comme on en a parlé aussi. L'alimentation, ça rentre aussi en compte dans la balance, mais pour un pourcentage d'à peu près 20% dans la part de LDL cholestérol, en tout cas en théorie. Quelle que soit la cause, la problématique principale du LDL, c'est évidemment le risque au niveau cardiovasculaire. Et donc, on va se poser la question, donc, comme on a dit tout à l'heure, d'une cause génétique. Si donc on a un taux de LDL supérieur à 1,90 et si c'est une apparition plutôt tardive, ce sera en faveur d'une hypercholestérolémie qui est polygénique. En revanche, si on a une apparition plutôt précoce du taux de LDL élevé, on va réfléchir à une étiologie monogénique avec des mutations dans le LDL récepteur, dans l'ApoB ou PCSK9 qui vient moduler le recyclage du récepteur au LDL. On a donc soit des hypercholestérolémies familiales qui sont dites homozygotes. Donc dans ces cas-là, on a des taux de LDL de l'ordre de 4 grammes avec des signes cliniques qui sont l'arc cornéen, le xanthélastma, le xanthome, avec des retentissements cardiovasculaires majeurs, donc la sténose supravasculaire aortique, et malheureusement des risques de décès avant 20 ans s'il n'y a pas de traitements qui sont mis en place. Pour l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, là, c'est des taux de LDL qui sont à peu près de l'ordre de 2 fois la normale, avec le même type de signes cliniques, mais qui ne sont pas toujours présents. Un cas un peu à part, c'est la cytostérolémie, qui est plutôt un diagnostic différentiel. En fait, là, ça va être une accumulation de phytostérols, donc des stérols végétaux, qu'on n'est pas censé absorber. Mais si on a un défaut de leur transporteur qui vient les excréter vers la lumière intestinale, à ce moment-là, on peut avoir une accumulation et des taux de cholestérol élevés. Donc maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir parler de notre patiente. Donc on nous a adressé cette patiente de 54 ans qui n'avait pas d'antécédents particuliers, pas de traitement hormis la prise de supplémentation en vitamine B12 et D. C'est une patiente qui avait pour facteur de risque cardiovasculaire principal un tabagisme sevré, quand même de l'ordre de 47 paquets à l'année, pas de consommation d'alcool et une activité physique régulière. Donc on a été un peu surpris des résultats du bilan biologique pour lesquels on nous a adressé cette patiente, avec un cholestérol total qui était à 14,48 grammes par litre, un LDL cholestérol à quasiment 13 grammes par litre, un HDL à 0,89 et des triglycérides à 2,55. Donc déjà, on a évidemment cherché une cause secondaire et on a contrôlé ce bilan pour être sûr que c'était bien exact. Donc c'était le cas. On n'avait pas d'anomalie au niveau glucidique, au niveau hépatique, la thyroïde c'était normal et pas de problème au niveau rénal. La lipoprotéine A dont on a parlé tout à l'heure, qui peut des fois surestimer le taux de LDL, était aussi normal. Cliniquement, on a une patiente qui a un IMC à 17, il n'y a pas de signe clinique d'hypercholestérolémie, pas xanthome, pas xanthélastma, pas d'arc cornéen. Donc évidemment, on s'est posé la question du retentissement avec des taux de LDL si hauts. Au niveau cardiovasculaire, on a fait des dopplers carotidiens qui montraient une sténose de la carotide à gauche de l'ordre de 40% et une sténose de la carotide droite de l'ordre de 20%, mais finalement sans retentissement hémodynamique majeur. Et je vous rappelle que cette patiente avait quand même un tabagisme à 47 paquets à l'année sevré. Au niveau du coroscanner, pas d'anomalie et au niveau de l'échographie hépatique, pas d'anomalie non plus. Sur le plan nutritionnel, on n'avait pas de carence vitaminique majeure, mais quand même des taux élevés là, de B12 et de vitamine D, mais c'est une patiente qui était supplémentée, et une carence en vitamine C. Finalement, on se rend compte que cette patiente, depuis quasiment 2 ans et demi, elle suit en fait un régime cétogène avec des apports de l'ordre de 1500 kilocalories par jour, essentiellement composés finalement de lipides, de l'ordre de 68%, 22% de protéines et 3% de glucides. Donc l'assiette est un peu représentative finalement de ce qu'elle mangeait vraiment, puisque c'était de la viande, du beurre, de l'huile, des œufs, un peu de sardines, et les apports en glucides sont finalement apportés par un peu de chocolat noir. Donc elle est clairement dans le régime cétogène qui est défini par des apports inférieurs à 20 grammes de glucides par jour. Donc là, on était à 12 grammes. Et on n'a pas retrouvé d'autres causes qui pouvaient expliquer cette hypercholestérolémie. On a bien sûr fait les prélèvements génétiques, mais on va voir que c'est probablement pas l'explication la plus probable. Donc ça correspond à quelque chose qui est déjà décrit dans la littérature. C'est des hypercholestérolémies donc sur cause alimentaire qui sont les lean mass hyperresponders.
Donc on a poussé un peu l'enquête plus loin en dosant donc les phytostérols. Les phytostérols, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure dans la cytostérolémie. Donc on a dit que c'était normalement très faiblement absorbé par l'intestin. Là, en l'occurrence, les taux étaient beaucoup plus élevés que les normes classiques, mais ce n'est pas les taux qu'on voit dans les cas de cytostérolémie, donc on était assez tranquille de cette origine-là. Néanmoins, c'était quand même très élevé, et on sait que les phytostérols, c'est aussi un marqueur de l'absorption du cholestérol, puisque en fait, les phytostérols sont dans l'ordre de 200 moins absorbés que le cholestérol, mais c'est quand même un marqueur du passage au niveau de l'intestin. Donc probablement que cette patiente a une absorption intestinale qui était augmentée. Et on a le 7-lanostérol qui, lui, est un marqueur de la synthèse endogène du cholestérol. C'est un précurseur, en fait, de la synthèse hépatique de cholestérol. Il n'est pas très très élevé, mais il n'est pas effondré non plus. Donc, alors que techniquement, il y a une balance entre les deux. Si vous avez beaucoup d'absorption, la synthèse est censée être moindre, mais là, ce n'était pas le cas. Donc, on suppose que cette patiente, elle a aussi une synthèse endogène qui était augmentée. Donc, si on regarde un petit peu la courbe là, de l'évolution de ces taux de cholestérol, on a retrouvé des bilans antérieurs, donc en 2018, qui étaient normaux, avec un LDL cholestérol à 1,52. Donc là, on se dit que l'origine génétique est quand même assez peu probable. Elle commence son régime cétogène, et là, on voit les taux de LDL monter progressivement jusqu'à ce fameux 12,97. Nous, on rencontre la patiente vers mars 2025, et on convient avec elle d'élargir un petit peu son régime cétogène. Donc, elle accepte qu'on parte sur un régime low carb avec 40 grammes par jour de glucides. Et là, on voit que les résultats sont quand même assez probants, avec une diminution qui se fait relativement vite. Et aux dernières nouvelles, en août dernier, elle avait un LDL qui était à 3 grammes par litre. Donc, ce n'est pas parfait, mais ce qui est quand même beaucoup mieux. On voit en parallèle qu'on a l'ApoB qui est beaucoup moins élevé que le LDL cholestérol. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure et on va le redétailler après. Pour ce qui est des taux de triglycérides, les taux de triglycérides, finalement, ils tournaient autour de 2 grammes et quelques. En fait, c'est une patiente qui a une alimentation très, très fractionnée, donc jamais complètement à jeun, probablement pour les prélèvements. Bon, ça n'a pas une grande importance pour le dosage du LDL cholestérol, mais pour les triglycérides, probablement, il y a ce petit biais à prendre en compte. Le taux de HDL, en revanche, reste assez stable au cours du temps. Donc, on a vu qu'il y avait une distinction entre ApoB et LDL cholestérol. Donc, l'ApoB, vous allez mesurer en fait l'ensemble de vos particules athérogènes, alors que le LDL cholestérol, vous allez regarder uniquement le cholestérol qui est porté par les particules de LDL. Chez cette patiente, la distinction entre des hauts taux de LDL cholestérol et l'ApoB nous donne un peu une indication par rapport au retentissement du risque cardiovasculaire, puisque le fait qu'elle ait une ApoB beaucoup plus faible que le LDL cholestérol nous dit probablement qu'en fait, elle a des particules de LDL très chargées, mais finalement, elles sont pas tant en nombre, mais plutôt en termes de volume. Donc, ce qui est probablement une des explications, au fait que le retentissement cardiovasculaire ne soit pas si majeur, mais même si on n'a pas le recul complet. Donc finalement, chez cette patiente, avec la restriction glycidique et la faible adiposité, on avait une baisse de l'insuline et de la leptine qui entraîne une mobilisation des acides gras libres du tissu adipeux. Ça donne du substrat pour faire de la synthèse hépatique de VLDL, en plus des apports exogènes, puisque de toute façon, il va falloir répondre aux besoins énergétiques périphériques, notamment les muscles. Donc dans les muscles, très certainement une augmentation de la lipoprotéine lipase, avec une hydrolyse donc des VLDL, ce qui se transforme en LDL cholestérol, pour aboutir à ce profil-là de lean mass hyperrespondeur, avec des taux de LDL cholestérol vraiment très très élevés. Donc ça, c'est des profils dans lesquels l'hypercholestérolémie va être réversible quand on va élargir en fait finalement le régime. Ça reste quand même des modèles hypothétiques sur le plan physiopathologique et il faut qu'on pousse les investigations pour mieux comprendre encore. Et ce qu'on ne sait pas exactement, c'est quel est le risque cardiovasculaire à long terme chez ces patients. Je pense que c'est quand même important d'avoir en tête que finalement l'hypercholestérolémie peut dans certains cas avoir une origine alimentaire, surtout quand on sait que les régimes cétogènes se développent de plus en plus chez nos patients. Merci beaucoup, Steren. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pierre a une question. Merci beaucoup, Steren. Est-ce qu'on a une idée de la proportion de personnes qui font un régime cétogène qui vont avoir une élévation du LDL cholestérol? Alors, on n'a pas d'idée précise, il n'y a que des
série de cas qui sont rapportés. Nous, notre série est en cours de constitution et on en a 3 pour l'instant. Mais les séries maximum, elles ne sont pas très, très importantes, de l'ordre de 50 cas maximum. Mais après, probablement qu'on ne dépiste pas non plus l'hypercholestérolémie chez tous les patients qui font des régimes cétogènes. Après, c'est vrai que, j'en profite, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une augmentation du cholestérol, en effet, lors de ces régimes. Ce type de réponse nous interroge quand même. Là, c'est vrai qu'il y avait vraiment un régime qui était très, très, très strictement suivi, mais ça nous interroge sur la prédisposition à ce type de réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va explorer. Merci Stérène, bravo. Ma question, c'est comme c'est alimentaire, même si elle garde ces 3 grammes de LDL, là, elle ne baissera pas parce qu'elle ne voudra jamais élargir plus. Du coup, est-ce qu'on la traite ou pas ? Alors, c'est la question qui a été abordée tout de suite avec la patiente, mais qui était complètement opposée au traitement par statine. Donc, progressivement, là, on arrive à élargir de plus en plus. Donc, je pense qu'on en reparlera dans un second temps. Merci tout d'abord pour la présentation. Vous avez parlé d'une possible absorption plus importante au niveau intestinal. Est-ce qu'on peut évoquer une lésion de la barrière intestinale ? Non, ce n'est pas vraiment une lésion. Après, c'est encore des modèles assez hypothétiques, comme on disait tout à l'heure, mais vraisemblablement, du fait d'un déficit en apport en glucides, le corps va aller chercher à compenser par d'autres sources d'alimentation qui lui sont fournies et de compenser donc le déficit d'apport. Mais il n'y a pas vraisemblablement de modification de la barrière. Après, il n'y a pas eu d'études à ce sujet, donc on ne sait pas exactement, je pense. Sur la porosité intestinale, est-ce que c'est des gens qui ont déjà des porosités intestinales ou est-ce que ça provoque, ça enclenche le... Ça n'a pas du tout été décrit. Dans les cas qu'on retrouve dans la littérature, ce n'est pas quelque chose dont il parlait et chez notre patiente non plus. Merci beaucoup, merci Stérène et bravo. Donc pour le dernier cas clinique, j'ai le plaisir de présenter Dr Estelle Audrin, qui est actuellement interne dans le service de nutrition du professeur Poitou et antérieurement chez nous dans le service de thyroïde du professeur Buffet, donc bien placé pour présenter ce cas clinique. Oui. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter un cas clinique qui pose la question, est-ce que la thyroïdectomie, c'est l'impasse du bypass ? Ok. Donc, c'est le cas de Madame B. Elle a 57 ans. Elle présente une obésité de classe 3 avec un IMC à 40 et qui est classée grade 2 de sévérité selon les dernières recommandations HAS, avec une prise de poids lors de ses grossesses. En 2012, elle a atteint un point maximum à 100 kg, donc un IMC à 40. En termes de retentissement de l'obésité, elle avait comme retentissement métabolique une dyslipidémie et comme retentissement mécanique une dyspnée évaluée MMRC2, un reflux gastro-œsophagien, des polyarthralgies, un tablier abdominal et une insuffisance veineuse. Malgré plusieurs prises en charge nutritionnelles, Madame B n'a pas perdu de poids et elle était donc désireuse d'une chirurgie bariatrique. Donc on les a vus un peu plus tôt, mais les indications de la chirurgie bariatrique, selon les recommandations HAS 2009 puis réactualisées en 2024, c'est un IMC supérieur ou égal à 40 ou un IMC supérieur ou égal à 35 associé à une comorbidité sévère susceptible d'être améliorée par la chirurgie. Donc, comme par exemple une hypertension artérielle qui nécessite un traitement ou un syndrome d'apnée du sommeil au moins modéré. En 2022, et donc réactualisé dans les recommandations HAS 2024, il y avait cette notion de chirurgie métabolique pour les patients. Du coup, la chirurgie bariatrique est indiquée s'ils ont un IMC entre 30 et 35 et un diabète de type 2 non équilibré malgré une prise en charge médicale bien adaptée d'au moins 12 mois. Et bien sûr, la chirurgie bariatrique intervient en deuxième intention après échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant au moins 6 mois. Et bien sûr, il y a des contre-indications à la chirurgie bariatrique, mais on ne va pas revenir dessus. Donc Madame B, elle a eu une première chirurgie bariatrique en juillet 2012. C'était un bypass en oméga, au poids préopératoire de 99 kg. Donc le bypass en oméga, c'est un des 2 types de bypass qui existent, qui consiste à une restriction de l'estomac. Et puis c'est un type malabsorptif puisqu'on vient court-circuiter l'intestin avec une anastomose qui est gastro-jéjunale. Mais ce type de montage, il est à fort risque de reflux biliaire invalidant, ce qui a été le cas chez notre patiente.
Et du coup, les chirurgiens ont dû convertir son bypass en Y, son bypass en oméga en bypass en Y. Donc le bypass en Y, et c'est celui à gauche. Cette fois, on a 2 anastomoses, donc un peu plus long pour les chirurgiens, mais beaucoup moins un risque de reflux biliaire. Et ça reste la le montage recommandé. Donc si on revient sur la perte pondérale de Madame B, elle a perdu jusqu'à 55 kg, donc soit 44% de son poids en post-opératoire, mais du coup elle a eu des complications par la suite qui sont malheureusement quand même fréquentes, à type de malaise sur des hypoglycémies fonctionnelles sévères, et elle a également développé des diarrhées sur son syndrome malabsorptif. À côté de ça, Madame B, elle a un antécédent familial d'œdème de A, puisque sa mère a été opérée d'un carcinome médulaire thyroïdien et ils lui ont trouvé la mutation RET germinale. Donc on la dépiste également dans le cadre du dépistage familial et on lui retrouve la mutation germinale du codon 804 sur l'exon 14 du proton oncogène RET. Elle a une échographie cervicale en 2021 qui retrouve des micronodules thyroïdiens de 2 et 3 mm. On n'a pas notion que ces micronodules ont été stomponctionnés, mais dans le contexte, ils ont conclu à de probables carcinomes médulaires thyroïdiens. Donc, pour rappel, sur le cancer médulaire de la thyroïde, ça peut être soit dans une forme familiale dans 25% des cas, soit une forme sporadique dans 75% des cas. Et on a du coup la NEM de A, la NEM de B et le CMT isolé familial avec les différentes atteintes possibles. Donc nous, là c'est un rappel des recommandations de l'ATA 2015 sur l'organigramme devant la découverte d'un nodule thyroïdien avec une cytoponction positive au carcinome médulaire thyroïdien. Donc devant ça, on doit faire l'échographie cervicale, le dosage de la thyrocalcitonine et de la CE, et bien sûr la recherche génétique RET. Donc, nous, elle était positive. Donc, à ce moment-là, il faut rechercher le phéochromocytome et l'hyperparathyroïdie primaire. S'il y a un phéochromocytome, bien sûr, la chirurgie surrénalienne est prioritaire. Si on a une hyperpara primaire, on pourra opérer l'hyperparathyroïdie avec la thyroïde en même temps. Donc c'est hyper important de les chercher. Ensuite, on regarde le taux de thyrocalcitonine. Chez nous, chez Madame B, il était inférieur à 500 picogrammes par ml. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire une thyroïdectomie totale, plus ou moins un curage cervical. Et ce curage cervical, il dépend de l'échographie préopératoire, du taux de thyrocalcitonine et des observations du chirurgien pendant la chirurgie. Donc chez Madame B, il n'y avait pas de diagnostic cytologique du carcinome médulaire thyroïdien, mais elle avait le RET positif, elle a eu les dérivés méthoxylés et le bilan phosphocalcique qui ont été retrouvés normaux. La calcitonine était à 15 nanogrammes par litre et l'échographie cervicale préopératoire ne retrouvait pas de ganglion suspect. À noter, il n'y a pas eu de discussion collégiale de l'indication chirurgicale de Madame B. Donc, le 7 septembre 2021, elle a une thyroïdectomie totale avec un curage central. Les suites opératoires ne se passent pas comme prévu. Déjà, elle a un syndrome de Claude-Bernard Horner droit sur une dissection carotidienne interne droite, donc avec le fameux ptosis et myosis. Et deuxièmement, elle a une hypoparathyroïdie post-chirurgicale réfractaire dans le contexte du bypass. Donc, pour revenir sur l'ANAPAT de la thyroïdectomie totale, on avait bien donc, des carcinomes médulaires thyroïdiens avec présence d'une hyperplasie des cellules C, donc, qui va bien avec la NEM de A. Et au niveau des curages, on avait du tissu parathyroïdien. Donc, pour revenir un peu sur la frise, donc en 2012, le bypass en oméga, 2018, le bypass en Y. En 2021, la thyroïdectomie totale avec curage, ce qui lui a valu par la suite une hospitalisation de 7 semaines, à la fois en neurologie pour le Claude-Bernard Horner, mais aussi en médecine interne et en nutrition pour la prise en charge de l'hypocalcémie. Donc, la prise en charge de son hypocalcémie sur hypopara, elle a nécessité à la fois la supplémentation orale jusqu'à 12 grammes de calcium per os, mais aussi IV jusqu'à 6 grammes par 24 heures. Et il a même fallu introduire du Forsteo, 2 injections par jour,
pour avoir des calcémies à la sortie, donc au bout de 7 semaines d'hospitalisation, entre 1,80 et 2 millimoles par litre. À la sortie, l'ordonnance est énorme, puisqu'elle a du calcium 12 grammes par jour, du 1-alpha, du Forsteo 2 injections et de la vitamine D. Donc entre 2021 et 2025, les consultations de suivi et les hospitalisations, c'était plus de 15 fois que la patiente a dû revenir sur la pitié. Pendant ces hospitalisations, il y a eu plusieurs discussions, à la fois une RCP chirurgie bariatrique en septembre 23 pour discuter du démontage de son bypass par rapport au malaise hypoglycémique, mais aussi aux symptômes de malabsorption avec l'hypocalcémie et les diarrhées. Finalement, cette reprise chirurgicale n'a pas été retenue et il a été décidé une prise en charge thérapeutique à la fois pour les diarrhées et les malaises hypoglycémiques. Et pour la prise en charge de l'hypocalcémie sur l'hypoparathyroïdie, il a été proposé donc une pompe à PTH comme traitement à la place du Forsteo, mais finalement la patiente était réticente, donc il y a eu poursuite du Forsteo. Donc par la suite, on arrive en septembre 2024, il y a eu une autorisation en accès précoce du Yorvipath, qui est un analogue de la PTH, qui a une libération continue et stable sur 24 heures, donc ce qui est très bien pour éviter les effets de pic et les symptômes, l'aggravation des symptômes. Et l'indication retenue sont les adultes atteints d'hypoparathyroïdie chronique pour lesquels une thérapie substitutive en PTH est nécessaire pour une épargne vitamino-calcique, mais aussi en cas de complications graves ou de dégradation de la qualité de la vie. Et ça nous arrange bien ici parce que c'est un stylo injectable et du coup c'est complètement indépendant de l'absorption digestive. Donc elle a pu être prise en charge en janvier 2025 où il lui a été relayé le Forsteo par le Yorvipath à la dose de 18 qui est la dose initiale. À côté de ça, elle a dû poursuivre initialement le 1-alpha et le calcium à 12 grammes par jour. Mais en février 2025, le Yorvipath avait pu être augmenté jusqu'à 57 microgrammes par jour, ce qui a pu permettre l'arrêt des traitements Péros. Et vous voyez, les calcémies sont beaucoup mieux dans les normes. Et au niveau des symptômes, elle est beaucoup mieux aussi, puisqu'elle a moins de paresthésie, moins de crampes et un meilleur état général. Par rapport à sa qualité de vie, on a maintenant un score qui est validé, qui est l'HPQ 28. C'est un questionnaire de 28 questions qui évalue l'état général et l'état psychique de la patiente. Il y a 28 questions avec des scores de 0 à 3. Par exemple, si on prend la première question, qui est durant les 4 dernières semaines, à quel point avez-vous souffert d'un engourdissement de picotement dans certaines parties du corps ? Elle avait coché modérément. Et par rapport aux sensations de palpitation ou cœur qui s'emballe, elle avait coché beaucoup. Quand on voit après le Yorvipath, pour ce qui est des engourdissements ou des picotements, elle a coché pas du tout. Et pour les palpitations, pas du tout non plus. Donc en fait, le score, je vous les ai remis en haut, ça va de 0 à 100, parce qu'on fait avec un calcul, on revient sur un score à 100. Elle avait en avril 24 un score à 27 et en juillet 25 un score doublé. Enfin, on va discuter un peu de l'os, parce qu'après une chirurgie bariatrique et surtout après un bypass, on a une perte osseuse importante. Donc avant le bypass, elle avait déjà des notions de fracture. Et elle avait par contre une ostéodensitométrie, pas de déminéralisation osseuse. Par contre, après le bypass, on voit que les T-scores chutent, puisqu'en décembre 24, on a un T-score à -5 au niveau de l'avant-bras ou encore à -3,3 au niveau du rachis. Et au niveau du remodelage osseux, il est accéléré après le bypass, ce qui est attendu. Donc, finalement, on va voir après le Yorvipath à 1 an qu'est-ce que ça va donner au niveau osseux. Mais je n'ai pas de réponse à vous donner pour le moment des effets. Mais ce cas illustre bien en fait les limites de la thyroïdectomie et du bypass et le fait qu'il faut toujours discuter collégialement de ces chirurgies, puisque par exemple chez cette patiente,
on aurait pu peut-être temporiser la chirurgie thyroïdienne, attendre soit que la thyrocalcitonine s'élève un peu ou que les nodules grossissent un peu pour déjà bien les cytoponctionner, vérifier la cytoponction, et ensuite discuter avec tous les intervenants de la meilleure façon de la prendre en charge. Mais que ça soit d'un bypass avec la chirurgie thyroïdienne après ou l'inverse, c'est hyper important. Voilà. Merci beaucoup Estelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Peut-être pour compléter la recommandation, c'est de dire que pour discuter une thyroïdectomie, c'est toujours plus prudent de la discuter avec l'endocrinologue qu'avec le chirurgien. Et voilà, que quand on adresse au chirurgien, est-ce qu'il faut opérer ? Souvent, il dit quand est-ce que vous pouvez opérer ? Voilà, peut-être la discussion, c'est pas mal qu'il y ait des endocrinologues. Et puis en plus, on est bien averti des problématiques du bypass. Voilà. Ouais, merci beaucoup Estelle. Il y a aussi que, comme elle avait une calcitonine à 15, le curage central qu'elle a eu n'était pas non plus recommandé. Or, il est pourvoyeur d'hypoparathyroïdie parce que c'est difficile de repérer au milieu. Les parathyroïdes, on les confond avec des ganglions. Donc, c'était l'énième chose qu'elle a eue et qu'elle n'aurait pas dû avoir. Et sur le traitement par tériparatide, on a beaucoup discuté parce que c'est le traitement de l'ostéoporose. Or, elle est en train de perdre de la densité minérale osseuse et on ne sait pas, en lui donnant que ce soit du tériparatide ou du palopectériparatide, avec un taux continu de PTH, on ne sait pas si on surstimule pas son os et si on n'aggrave pas son ostéoporose. Or, on risque d'être dans une impasse totale parce qu'on ne peut pas mettre du traitement antirésorptif chez cette patiente parce qu'il est hypocalcémiant. Donc, on arrive vraiment à la limite de tous nos effets iatrogènes chez cette dame. Donc, heureusement, pour l'instant, ça va. Mais si jamais elle se fracture encore, on est vraiment dans une impasse totale. Voilà. Oui. Merci beaucoup Estelle. Et j'avais une question là par rapport à la discussion à RCP avant thyroïdectomie. Parce que là, c'est un peu, tu dis, le dossier n'a pas été discuté, etc. Le chirurgien aurait pu faire ceci ou cela. Finalement, maintenant, quand vous avez des indications de thyroïdectomie, s'il y a un antécédent de bypass, est-ce que vous modulez ou est-ce que le chirurgien il module son geste opératoire et de quelle façon ? Tu vois, comment est-ce que maintenant on peut faire mieux ? Parce que des patients qui auront eu un bypass et qui ont, même en Y en fait, et qui auront eu après une indication de thyroïdectomie, comment on fait pour les protéger au mieux de ce risque-là ? Oui, c'est une très bonne remarque. Mais quand on sait tout ça, je pense que le curage, du coup, est là ce qu'elle a eu. Elle a eu un curage un peu trop fort, et même elle a eu un curage qui n'était pas indiqué. Du coup, alors je ne sais pas si c'est les chirurgiens vraiment qui se posent la question, mais vraiment l'équipe pluridisciplinaire lors de la RCP qui réfléchit à ça pour éviter ces effets secondaires. Ouais. Ouais, je vais compléter, c'est que c'est vraiment, il faut que ce soit un cancer qui mérite une chirurgie, parce que maintenant on a des escalades thérapeutiques aussi dans les cancers pour indiquer une thyroïdectomie dans les bypass. Et encore, on dit il y a un bypass, donc repérer les paras, laisser un mur postérieur, enfin faisant, si c'est un cancer. Et sinon, toutes les autres chirurgies, on les contre-indique de la thyroïde. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez à peu près jusqu'à 16h, du coup, pour aller visiter plein de stands de nos partenaires qui est juste devant, les laboratoires qui nous soutiennent pour cette journée. Merci, à tout à l'heure.